Bonjour à tous. Comme vous l'avez constaté, la campagne présidentielle, elle a bel et bien commencé, que ce soit politiquement, dans les médias, il y a quelques pots de banane qui ont été glissés dans la presse. Donc ça y est, c'est parti. Moi, ça m'a donné envie de lancer un journal de campagne, un peu un cahier de bord, qui nous permettra de suivre les évolutions, de débattre aussi, parce que vous savez que j'aime bien lire vos commentaires sous ces vidéos. C'est des vidéos qui sortiront, je pense, le lundi soir, comme ça, durant le week-end, ça permet de réfléchir et de tourner. C'est un peu du travail quand même, je vous avouerai. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi hein, et à activer la petite cloche pour être mis au courant quand une vidéo sort. Ça nous permettra de rester en contact. Donc aujourd'hui, on va traiter de trois sujets. Le premier, c'est le travail de fond et idéologique qu'est en train de faire Sandrine Rousseau à la gauche de la gauche, je serais tenté de dire. Ensuite, on parlera de la maison, hein, des Républicains. Vous savez que je suis membre de ce parti, hein, je ne le cache pas. Et puis on finira sur le très médiatique débat Zemmour-Mélenchon. Et on pourrait penser que les deux compères se sont bien aidés dans cette campagne. Voilà. Donc Sandrine Rousseau, je vous disais, honneur aux dames. Je pense qu'elle me reprocherait cette formulation. Elle est dans un travail très idéologique au sein de la primaire des écologistes. Là, au moment où je tourne ces vidéos, je ne sais pas. On ne sait pas qui va gagner cette primaire, Jadot ou elle. Mais quoi qu'il se passe, même si Jadot gagne, il devra donner des gages à cette gauche de la gauche, à cette gauche qui s'affirme woke sans aucun problème. Et c'est quelque chose d'assez remarquable, enfin d'important, parce que c'est en fait le déclic pour moi, la compréhension de sa démarche qui est idéologique et pas personnelle. C'est pas quelqu'un qui cherche à être présidente, elle est là pour faire avancer des idées. C'est une interview qu'elle a fait pour le Média, vous savez, l'organe de presse de la France Insoumise. Hein. Je crois que c'était Tahar Bouaf qui devait l'interviewer. Vous savez, ce fameux journaliste, plus militant journaliste, mais faut faire attention quand on dit ça, parce que ça le met de mauvaise humeur. Où elle disait que la victoire au final à la présidentielle importait peu. Ce qui comptait, c'était les graines plantées et le temps donné au temps ferait qu'elles germeraient et ça ferait progresser la cause. C'est une démarche, on pourrait dire trotskiste. Ils sont en train de travailler, ces gens-là travaillent au sein du parti écologiste pour réellement l'emmener vers l'ultra-gauche. Vous voyez bien les propositions qu'elle fait. C'est par exemple sur les questions fiscales. Alors, on avait entendu cette théorie, ce thème du revenu maximum avec Mélenchon il y a quelques années, où il disait, moi au-dessus de 300 000, je prends tout. Elle est sur une démarche un peu plus intense, dans le sens où elle dit la tranche de 45% est pas assez haute, elle la passerait bien à 80%. Donc c'est-à-dire que les foyers qui gagnent en gros 145 000 euros seraient privés de 80% des revenus au-dessus. C'est assez dur, c'est quand même 10% de la population, c'est une vision très très, on va dire, d'extrême gauche, moi je dirais, hein, parce qu'on en est à, c'est à la limite de la spoliation quand même, d'un point de vue même juridique. Hein. Donc voilà, et elle pousse ce sujet-là. Il y a d'autres sujets hein, qui sont clairement collectivistes, par exemple sur les transports. Pour elle, elle dit les mairies rurales devraient posséder des véhicules qu'elles mettraient à la disposition des habitants, parce que la possession du véhicule ne doit plus être un marqueur social, ne doit plus être une nécessité. Donc voilà, elle s'attaque aussi à la possession dans sa thématique. Et puis il y a eu l'apothéose. Alors Alice Coffin qui dit à Yannick Jadot, si tu étais vraiment féministe, tu devrais te retirer pour laisser la place à Sandrine. En gros, on a l'impression que c'est le matriarcat qui règle ses comptes avec le patriarcat. On est dans une démarche un peu revancharge. On veut canceller Yannick Jadot parce qu'il est homme, blanc, hétéro d'ailleurs. Et donc voilà, on est vraiment sur ce débat woke, d'annulation, de cancel. Donc moi, c'est assez flippant, hein, je vous dis, hein, c'est des choses que quand je les entends, ça m'inquiète. Surtout qu'ils ont une stratégie qui est, aujourd'hui, les graines sont plantées au sein des écologistes, ça a déjà touché la gauche autour, hein. Ça touche d'autres secteurs que sont les universités, par exemple, et le but, c'est justement de répandre cette idéologie au sein de la société, au sein des jeunes, au sein des entreprises, pour qu'elle devienne majoritaire, qu'elle soit la gauche de demain et potentiellement la tête de l'État, si c'est pas en 2022, le coup d'après ou encore celui d'après. Ils sont dans le temps long. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte et se méfier, et puis combattre pied à pied. Donc le wokisme, il ne faut pas hésiter à y aller et à rentrer dans le conflit, je dirais même, avec cette idéologie. Bon, on va parler des Républicains. Bon, vous savez, hein, je suis membre de ce parti, je suis même un cadre de la Fédération du Rhône, hein, je suis responsable d'une circonscription. J'y suis entré il y a quelques années quand même, on parle en 12-13 ans, voilà. Donc bon, c'est une bonne partie de ma vie. Et là, on arrive dans quelque chose qui, moi, me chagrine énormément, parce que je faisais partie de ceux qui étaient pour la primaire, parce que je pense que c'était la meilleure solution pour donner une grande dynamique aux candidats issus de la primaire pour justement gagner les présidentielles en 2022.
puis agir dans l'intérêt de la France, que je reste persuadé, en bon militant, que les solutions qu'on apporte seraient bonnes pour le pays. Ça s'est pas passé comme j'espérais. Alors je pensais que sincèrement c'était une solution évidente, même si j'entendais des choses au sein des militants qui me faisaient hésiter sur le résultat de la concertation qui a eu lieu ce week-end, hein, du Congrès. Et c'est la solution du Congrès, hein, de la décision entre militants du candidat qui a été décidée, hein, donc 58% des votants. Bon, sur une participation à 50%, ça serait un sujet, ça aussi d'ailleurs. Mais bon, vous savez, à droite, comment c'est, on décide les choses, on discute, après une fois que c'est décidé, on avance. Moi je suis plutôt de cette école-là, puis si on n'est pas content, on s'en va, hein. Voilà, donc je suis vraiment de cette... La décision est prise, donc on ira vers le Congrès. Je suis quand même interrogatif, parce que déjà, qui a voté pour le Congrès? C'est deux types de militants, hein, parce que là c'était vraiment vote de militants. Ceux qui veulent garder pour eux, d'ailleurs ça chevauche souvent, qui veulent garder la décision pour eux, et puis finalement ceux qui veulent décider n'ont qu'à adhérer au parti, ce qui ma foi n'est pas forcément faux. Mais bon, la décision elle doit se passer dans la famille, parce qu'on ne voudrait pas non plus que des gens qui ne sont pas de la famille, hein, des gens de gauche, puissent intervenir dans les primaires et favoriser un candidat. Ça peut aussi être une volonté de mettre à l'écart Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui sont considérés par certains militants comme des gens qui ont trahi et qu'on ne veut plus entendre parler d'eux. D'ailleurs, on voit bien que quand Valérie Pécresse a dit qu'elle participerait au Congrès, ce que je trouve très bien de sa part, hein, elle reste dans ce cadre de l'Union comme elle l'avait fait pour la primaire. Certains disent, mais elle n'est pas adhérente du parti, elle n'a pas participé à la primaire, au Congrès. Vous voyez, donc il y a vraiment cette volonté d'avoir quelqu'un du sérail, ce qui favoriserait Michel Barnier. Bon, étant le Bervillois, ça ne me dérangerait pas énormément, on vient du même coin. Mais bon, voilà, il y a quand même cette volonté-là, et qui fait qu'on se retrouve donc avec ce congrès-là. Et puis bon, il y a Xavier Bertrand. Alors moi, je suis très interrogatif, parce qu'il faut savoir que des cadres, hein, du parti, certains qu'on connaît très bien, qui sont des grands partisans de Xavier Bertrand, étaient pour le congrès. Alors que sincèrement, pour Xavier Bertrand, un élargissement de l'électorat dans le cadre d'une primaire était plus favorable, parce qu'il y a quand même une certaine rancœur au sein du parti, qui lui s'est renforcée avec son refus de la primaire d'ailleurs. C'est pas une élection qui est censée lui être favorable. Donc ça m'interroge. Et c'est vrai qu'il y a deux questions qui viennent maintenant. Pourquoi est 4 décembre, la primaire, si loin? En 2 mois, on aurait le temps de l'organiser, de faire un débat et de voter en courant novembre. Pourquoi attendre le 4 décembre? Alors, est-ce que c'est une volonté d'occuper le terrain, de faire un débat long, de discuter, de faire quelque chose qui pèse aussi sur le temps médiatique pour meubler jusqu'à Noël? Ça peut être ça, hein, vous savez, des fois on est très tacticien dans la politique. J'espère que c'est pas attendre des sondages qui enfin donneraient quelqu'un devant ou pas, parce que là, sincèrement, personne ne se démarque, personne n'est au second tour dans les sondages qu'on fait. Et là, le Congrès, les sondages que l'IFOP, l'Ipsos font, on s'en fout, parce qu'on est vraiment sur une population qui réfléchit pas comme l'électeur lambda, qui va réfléchir sur des choses comme le fait d'avoir trahi. Ça pèse beaucoup, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui marque énormément les militants et qui peut influer sur un vote. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Donc, est-ce que c'est la rumeur qui commence à courir que Bertrand, alors qui a dit que la primaire non, mais potentiellement le Congrès, ce qui moi me semble illogique, mais on commence à entendre dire qu'il aimerait un plébiscite, comme ce fut le cas pour Sarkozy en 2007. Il y avait un candidat, on a adoubé un candidat, une investiture. J'espère que c'est pas ça, parce que je pense que ça peut très mal se passer au sein des Républicains, parce que comme je vous dis, le vote du Congrès est constitué en opposition justement à la présence de quelqu'un comme Xavier Bertrand, enfin en bonne partie du moins. Donc qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, donc c'est vraiment des grosses interrogations. Moi je fais confiance à nos dirigeants pour sortir quelque chose qui soit construit, qui donne la voix aux différentes sensibilités de la droite. Moi, je fais partie de ceux qui espèrent que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse participeront à cette démarche, parce que si on multiplie les candidatures en 2022, c'est même pas la peine d'y aller, on ne sera pas au second tour. Et se passera ce que j'avais expliqué dans une vidéo, en gros, ça sera le collapsus final pour notre famille politique, parce qu'on ne peut pas se permettre d'être absent aussi longtemps du second tour et du débat présidentiel. Il ne faudrait pas qu'on devienne le parti des bons gestionnaires de collectivités à qui on interdit d'aller au présidentiel, parce qu'on s'occupe des villes, villages et autres collectivités régionales et départementales. Voilà. Donc c'est un piège pour nous. On va passer au sujet médiatique. Alors les Français adorent les débats politiques. C'est un peu un sport national. Ça choque les étrangers quand ils regardent la vie politique française.
Nous, on est toujours en train de dire que la vie politique, la démocratie est en train de mourir, que ça va pas, alors que tout le monde parle en permanence politique et dès qu'il y a un débat intéressant, tout le monde se rue. Là, je vous avoue, on avait deux débats le même soir, hein. On avait un débat que je qualifierais de popcorn, qui est Zemmour-Mélenchon, qui a fait 3 à 4 millions de téléspectateurs, et un débat un peu moins glamour, un peu plus classique entre Darmanin et Valérie Pécresse, qui fait 1 million. Donc il y a quand même 5 millions de personnes qui ont regardé un débat politique à ce soir-là, en sachant que Zemmour arrive premier au niveau de l'audimat, enfin Zemmour-Mélenchon. Donc voilà, on est quand même, moi ça me rassure dans le sens où on est quand même un peuple qui s'intéresse à la vie publique, même si on entend, si le vote c'est compliqué, il y a cet amour qui est toujours là et qui peut donner naissance à des choses intéressantes. J'ai le pressentiment que cette campagne va être idéologique, comme elle n'a plus été pendant longtemps. L'idéologie est de retour. Sarkozy avait dit l'idéologie est morte, faisons place au pragmatisme. On a eu plusieurs élections comme ça. Je pense que Macron est la fin de ce système-là. Là, c'est le retour des idées, c'est le retour de la radicalité, hein, c'est quelque chose qu'on entend. Et on a eu un débat, Mélenchon-Zemmour, qui est l'apothéose de ce que peuvent être les idéologies opposées, hein. On a celui qui pense que l'histoire de France commence en 1789, que la créolisation est une bonne chose, opposé à celui qui pense que la France naît avec le baptême de Clovis, que 1789 n'est pas forcément l'apothéose des bonnes choses pour notre pays, et qui pense que la fin de la civilisation, autre terme pour la créolisation, est une chose négative. Vous voyez, donc c'était vraiment deux opposés. Qui a gagné le débat? Eh ben, les deux ont gagné le débat parce que personne ne pensait convaincre le camp de l'autre. L'un était là, donc Mélenchon, pour se poser en meneur de la gauche. Alors meneur à 8 sondages, la gauche est à un niveau très bas, on a rarement vu ça, hein. Ils sont à peu près à 30%. Puis Zemmour, il est là pour imposer dans sa vision des choses, ses thèmes dans le débat politique, commencer à installer sa potentielle candidature. On l'a toujours pas entendu dire qu'il était candidat, hein. Là-dessus, il hésite encore. Là, dimanche matin, il avance un peu, hein. On sent une sincérité en lui quand il dit qu'il ne sait pas. Mais par contre, dimanche matin, il a dit, enfin, on lui posait la question, est-ce que ses soutiens ne penseraient pas à une trahison s'il n'y allait pas? Il a dit oui, je pense que ce serait une trahison. Donc vous voyez, il commence à avancer. Donc moi, je commence à me dire, bon, il va y aller, hein. Vous savez j'ai longtemps pensé qu'il irait pas, mais bon, il y a encore l'hésitation, mais c'est vrai que les portes s'ouvrent. Donc on va voir comment ça évolue. Il y en a d'autres, hein, qui s'inquiètent, qui eux sont plus à se poser la question est-ce qu'il y va ou pas. Ils sont plutôt à poser la question, c'est que même les dégâts de ce début de potentielle candidature chez eux est violent, c'est le RN qui, bon, lui baisse dans les sondages. Marine Le Pen, elle souffre du niveau de... Par exemple, le débat Zemmour-Mélenchon était à un niveau culturel, intellectuel assez élevé. Il y a eu des citations d'auteurs qu'on ne voit pas dans tous les débats, des thèmes historiques, des débats sur des points très précis de l'histoire, de la vie politique française. On n'a pas vu ça dans le débat du second tour entre Macron et Marine Le Pen. Donc là, il y a un vrai déficit pour elle. Ça se voit, ça impacte chez les gens. Et donc là, ils sont en train d'essayer de récupérer un peu, je vous parlais de radicalité tout à l'heure, ils sont un peu recentrés au RN, donc ils essaient de récupérer l'électorat à la droite, hein. Donc là, ils ont lancé un thème sur la fiscalité, la paix fiscale, sur le prix de l'essence. Donc là, ça reste plutôt catégorie populaire et rurale qui se déplacent en voiture. Enfin, même pas populaire, hein, c'est plutôt les gens des territoires qui, eux, le prix de l'essence, ça a un impact sur leur qualité de vie et leur pouvoir d'achat. Et puis, là, il y a Pantin, hein. Marine Le Pen devait se déplacer à Pantin. Elle va aller sur les sujets d'immigration et de sécurité. Mais bon, on voit bien que ça prend plus, hein. Ça prend plus vraiment. Je vous dis, quand je vous disais dans ces plusieurs vidéos, je vous dis, il y a un truc, on sent que ça va pas au RN, que ça va pas, ça pédale dans la semoule. Moi, je pense qu'elle n'accroche plus du tout elle n'accroche plus du tout au débat et ça se passe ailleurs. Donc ça va être très intéressant de voir. Moi, je pense qu'on va vivre une campagne très intéressante. Donc je vous reprofite, si vous êtes arrivé jusque-là, vous dire abonnez-vous, comme ça, dès que je sortirai une vidéo, vous serez mis au courant. Mais on va être dans quelque chose d'intéressant, dans le retour des idéologies. Et puis comme je vous dis tout le temps, une campagne, c'est une réelle aventure, il se passe toujours plein de choses. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo très bientôt. Et je vous dis au revoir.